dans les sessions d'aujourd'hui, il y a beaucoup de copains à moi qui viennent, et en particulier, il y a deux sessions qui m'intéressent beaucoup sur Longchain4j. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur Longchain4j à l'origine. Pareil, Java, c'est un langage formidable pour faire de l'IA, euh, faire des applications qui utilisent l'IA. Il y a deux frameworks principaux, il y a Longchain4j et Spring AI. Aujourd'hui, vous avez donc deux sessions Longchain4j, qui est le projet sur lequel j'ai le plus travaillé. Euh, c'est très important, en tant que développeur Java, de se rendre compte que l'IA est accessible pour nous. On peut tout à fait faire des applications qui utilisent l'IA en Java. C'est pas réservé aux gens qui font du JavaScript ou je sais pas, ou du Go. Et donc, je pense que ces sessions sont particulièrement pertinentes. Voilà. Comme il doit être 10 heures pile, je vous remercie. Puis je vais passer sur la vraie session. Donc, on va parler d'IA et de génération de code. Donc, cette fois-ci, c'est pas du Java qui appelle de l'IA comme avec l'ancienne 4J, c'est générer du code, en particulier Java, grâce à l'IA, qui est une autre manière de faire de l'IA, bien sûr. C'est une session que je vais essayer de faire assez complète sur les différentes manières de faire de l'IA en Java, avec un certain nombre de bonnes pratiques et un certain nombre de démos. C'est la première fois que je la fais, donc j'espère qu'on va bien tenir l'heure, tous ensemble. Ah, attendez. Et on va commencer. Oui, donc déjà, je vais me présenter. C'est vrai que je ne m'étais pas présenté. Donc, je suis Julien Dubois. Je suis un Java champion. J'ai un petit Duke juste derrière moi que j'ai reçu pour un projet qui s'appelle Gipster, qui est le projet pour lequel je suis le plus connu, qui est de la génération de code, mais pas avec de l'IA. C'était avant l'IA. Mais ça m'a donné je vais dire une appétence pour la génération de code très très tôt. Donc, ça fait longtemps que je fais ça. Et longtemps sans IA et plus récemment beaucoup avec IA. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Comme je précisais, je suis contributeur Longchain4j et Spring AI si vous voulez faire de l'IA depuis des programmes Java. Je fais beaucoup de conférences et je suis auteur d'un livre en français. Comme on est en France, j'en profite pour faire encore un peu la pub, même si il est relativement ancien maintenant. Et vous pouvez me suivre sur les différents réseaux sociaux, en particulier les deux réseaux sociaux de Microsoft, GitHub et LinkedIn. Alors c'est une blague que j'aime bien faire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ah oui, j'aurais dû me reculer. Voilà, je travaille chez GitHub, GitHub étant une filiale de Microsoft. Donc moi, je suis chez Microsoft depuis 7 ans et j'ai intégré GitHub depuis un peu plus de 6 mois, mais je suis sur la techno depuis très longtemps. C'est pas pour rien qu'on a intégré GitHub. Donc aujourd'hui, je dirige une équipe de DevRel Java chez GitHub et on s'intéresse essentiellement à GitHub Copilot, en tout cas à la génération de code Java avec de l'IA, en particulier GitHub Copilot et toute la plateforme GitHub en général. Et on va essayer d'en voir une grande partie aujourd'hui. Euh, Juste une petite slide pour voir l'évolution, parce que des fois les gens ne sont pas toujours au courant de l'histoire. Il y a 2 3 ans, on a eu le début de l'IA dans la génération de code, hein. C'était de la complétion de code, hein. Vous complétiez dans votre IDE et on va dire que ça auto-complétait mieux que ce qu'il y avait avant. Franchement, c'était déjà très, très bluffant, très surprenant, mais c'est très limité par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une partie, ensuite, il y a une période de maturité. On commence à avoir une compréhension plus grande du projet. On pouvait générer différents fichiers en même temps. Il y avait quelque chose qui est déjà plus complet. Il y avait aussi des dates d'entraînement plus récentes et des nouveaux modèles qui sont apparus. Et puis on arrive aujourd'hui à quelque chose de beaucoup, beaucoup plus intelligent et indépendant. On va voir, on a un mode, typiquement le mode agent, on a des skills, des serveurs MCP, des choses qui donnent un contexte beaucoup plus fort à nos agents IA et on peut générer du code maintenant de manière bien plus performante et pertinente qu'à l'époque, ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Euh, donc, juste pour voir commencer par les nouveautés. La première nouveauté, maintenant, c'est les nouveaux modes qui sont arrivés. Donc avant, il y avait des modes. Alors, il y a toujours le mode Ask. Vous pouvez poser une question, il vous répond. Mais les deux modes vraiment intéressants aujourd'hui, c'est le mode agent et le mode plan. Donc, mode agent, c'est l'IA qui agit de manière autonome. Elle va lire vos projets, écrire, modifier le code, exécuter des commandes, lancer des tests, corriger tout seul les erreurs. Elle va faire une boucle et gérer, ben, on va dire, quelque chose de très complexe pour vous de manière automatique. C'est ce qu'on va voir pas mal aujourd'hui. Le mode plan, c'est quand vous faites quelque chose d'un peu plus compliqué. Vous voulez planifier avant. Donc là, pareil, il y a un agent qui va vous aider à faire un plan. Donc vous allez faire en gros un fichier Markdown avec une liste de points. Vous allez travailler avec l'IA pour faire cette liste. Et après, une fois que vous avez un plan d'action détaillé, l'IA va l'exécuter et de manière identique. Ici, on va être capable de faire quelque chose d'extrêmement complexe. C'est plus du tout de la complexion de code. Vous pouvez faire des projets complets avec. Je vais démarrer par ça tout à l'heure d'ailleurs. Et avec, oui, peu d'erreurs parce que vous avez bien réfléchi avant. On va voir, il y a un gros travail sur comment est-ce qu'on oriente l'IA pour qu'elle ne se trompe pas.
Mon troisième point, qui est peut-être moins connu aujourd'hui, c'est les Git Worktrees. En fait, c'est quelque chose qui est intégré dans Git. En fait, le problème qu'on a depuis le début avec ce qu'on vient de voir juste avant, c'est que vous travaillez, on va dire, sur une branche de votre projet. L'agent, il met un peu de temps à réfléchir, surtout si vous êtes en mode agent, en mode plan, il va mettre 10 minutes, 1 heure à réfléchir. Et qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? Vous attendez. Et l'idée, évidemment, est de réussir à lancer plusieurs agents en parallèle, mais tant que vous êtes sur le même répertoire, ça ne fonctionne pas bien parce qu'ils vont entrer en conflit. Git a une solution pour ça qui s'appelle les worktrees. En fait, ça vous fait en gros des mini-clones à l'intérieur de votre projet. Vous avez un répertoire par worktree et du coup un agent par worktree. Et là, vous pouvez lancer du coup des agents en parallèle. C'est ce que font aujourd'hui les gens qui veulent, on va dire, travailler beaucoup d'agents en parallèle. On va voir dans cette session, je vais commencer par faire un ou deux agents, puis évidemment, on va pousser un peu le bouchon. L'idée est de montrer que on peut être aujourd'hui efficace en lançant beaucoup d'agents en parallèle, et ça ne fonctionne que grâce au worktree, c'est-à-dire pouvoir avoir des agents qui travaillent sur du code isolé euh, en parallèle. On va le faire tout à l'heure en pratique. Euh, La deuxième, j'allais dire grosse nouveauté enfin, du moment, ça maintenant c'est un peu plus d'un an, c'est le protocole MCP. Le problème qu'avaient nos agents à l'origine, c'est qu'ils avaient accès qu'à leurs données d'entraînement. Alors, ça s'est amélioré, bien sûr. Aujourd'hui, il y a des nouveaux modèles avec des données d'entraînement plus récentes. Mais il y a toujours un souci, c'est-à-dire que si vous lui demandez euh, qui a gagné le match de foot hier, je prends quelque chose de récent, ou alors dans l'entreprise, quelles sont je sais pas, les règles pour parler en public? C'est quelque chose d'interne à l'entreprise. Dans les deux cas, ça ne sera pas dans les données d'entraînement du modèle. Donc, ce que vous voulez, c'est être capable de fournir ces données récentes ou privées à votre modèle. Et alors, il y a plusieurs manières de faire. La première manière qu'on va voir, c'est le modèle Context Protocol. Donc, c'est un protocole qui permet d'accéder à des serveurs distants. Euh, alors, on peut discuter de différentes manières de faire. L'intérêt du modèle Context Protocol, parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de polémiques dessus. Euh, pour moi, l'intérêt, et ce qu'on va faire tout de suite, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, je peux accéder à quelque chose de distant. Donc là, je vais utiliser le serveur MCP de GitHub. J'aurais pu, alors typiquement chez Microsoft, on a aujourd'hui un truc qui est assez sympa, c'est WorkIQ. WorkIQ, ça vous donne accès à votre calendrier, à vos mails, à tout ça. Donc vous pouvez lui poser une question, quels sont mes rendez-vous d'aujourd'hui et résume-moi mes emails. Il va être capable de le faire. On ne peut faire ça que grâce au protocole MCP parce que c'est un accès distant et sécurisé vers quelque chose d'assez complexe qui est à l'extérieur de mon ordinateur. Euh, je, on va faire une première petite démo donc rapide avec le serveur MCP de GitHub pour voir comment ça fonctionne. Euh, alors, je vais copier ça. Vous allez voir, on fait une démo tout au long de cette session où en fait, on va essayer de regarder sur quel ticket intéressant on pourrait travailler sur GitHub pour aider des projets open source. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est de trouver des repositories GitHub qui sont bien sûr codés en Java, qui ont un certain nombre d'étoiles pour avoir quelque chose d'intéressant, et on veut trouver les tickets où on cherche de l'aide, donc Good First Issue pour quelqu'un qui débute, et on voudra avoir cette liste de tickets. Donc pour ça, je vais partir ici. Alors, vous voyez, je suis sur un répertoire vierge, hein, j'ai rien dedans. Voilà. Je vais lancer GitHub Copilot. Copilot. Et GitHub Copilot, donc aujourd'hui, c'est notre outil pour faire, chez Microsoft et GitHub, pour coder avec de l'IA. On va voir qu'il y a différentes manières de l'utiliser. Là, je commence par la version CLI. Donc, c'est une version ligne de commande. On va voir, il y a d'autres versions, mais je commence, on va dire, pour la plus simple au début. Si je regarde ici mon GitHub Copilot, je peux faire une commande slash MCP et je vais voir mes serveurs MCP. Et on va voir que j'en ai configuré. Alors, j'en ai deux qui sont built-in. Il y a d'ailleurs un serveur GitHub interne, mais qui est juste pour faire des recherches dans GitHub. On va voir ici que j'ai configuré le vrai serveur GitHub qui est disponible. Je suis logué dedans. Et donc, grâce à ce serveur-là, je vais pouvoir faire des commandes depuis GitHub Copilot pour lui poser des questions concernant GitHub. Je vais faire un petit escape et je vais poser la question que j'ai copié-collé tout à l'heure. Alors, je pousse un petit peu. Je ne suis pas forcé de mettre cette partie, utilise le serveur officiel GitHub, mais comme je vais être sûr que ça marche, je le pousse un petit peu. Je suis toujours très directif, moi, sur mon IA. Et je lui dis, voilà une liste de requirements pour avoir ma réponse. Là, ici, c'est quelque chose que mon IA n'a pas dans ses données d'entraînement. Bien sûr, elle ne connaît pas les derniers tickets GitHub sur Java. Donc, elle va interroger mon serveur MCP. Voilà, je suis en train de le faire. Et, ah oui, elle va me donner, elle va me demander si elle a le droit. Attendez, j'aurais pas dû faire ça pour mes démos. Attendez, on va quitter les démos. Vous allez voir. Alors, c'est pas quelque chose qu'il faut faire normalement dans la vraie vie. Je vais partir en mode YOLO. Donc, le mode YOLO, ça veut dire on lui donne toutes les permissions.
ne le faites pas en réalité. Mais simplement pour une démo, sinon on n'a pas fini de valider les permissions à chaque fois. Tout si on démarre sur un projet vierge. Il y a toujours évidemment, un gros focus sur la sécurité chez nous. Et donc, on ne laisse pas le GitHub Copilot aller chercher dans tous vos fichiers partout normalement, sauf si vous passez comme moi en mode YOLO. Donc, évidemment, ne le faites que si vous savez ce que vous faites. Donc, on voit ici GitHub Copilot, il est capable d'aller requêter mon serveur MCP. Il va donc trouver donc, les différents projets donc Java qui ont plus de 100 étoiles et qui ont des tickets avec Good for Issue et il va me les exporter. Donc ça va me le faire ici en mode texte, c'est très utilisable, évidemment, c'est très bien. Et j'aurai quelque chose, ben voilà, j'aurai mon retour qui va me permettre par la suite de pouvoir travailler. C'est une première manière simple, on va dire, d'utiliser GitHub Copilot avec un serveur MCP. Euh, et des serveurs MCP, alors je peux en configurer autant que je veux. Maintenant, il y a un petit souci sur le serveur MCP. Enfin, petit souci, c'est l'une des critiques principales, c'est que de manière à pouvoir utiliser mon serveur MCP, en fait, chaque serveur expose toutes les méthodes qui sont disponibles. Typiquement, ici, le serveur GitHub a beaucoup de méthodes avec beaucoup de descriptions. Et en fait, c'est quelque chose qui a tendance à polluer mon contexte. C'est-à-dire que ça va fournir à GitHub Copilot énormément d'informations qui sont utiles dans mon cas ici, mais qui ne sont pas toujours utiles. Ce qui est un problème. Et on verra aussi après, ça veut dire aussi que suivant mes besoins, j'aurai besoin de certains serveurs ou pas, et je vais vouloir aussi avoir une sorte de profil et dire, dans ce cas-là, je voudrais tel serveur, dans tel autre cas, je ne le voudrais pas. Et tout ça, c'est un petit peu compliqué sur GitHub Copilot CLI, donc on va voir après que j'ai d'autres manières de faire. Mais j'allais dire, voilà, pour démarrer ici, ça fonctionne bien. Voilà, il m'a trouvé pas mal de tickets. J'ai des tickets chez Elasticsearch, j'ai des tickets chez tiens, ce projet Apache, sur Keycloak, qui est un projet sympa. Donc il m'a trouvé ces différents tickets sur lesquels je pourrais travailler. La deuxième manière pour trouver du contexte alors, récent ou privé dans mon agent IA, c'est d'utiliser des skills. Alors les skills, c'est un petit peu plus récent que le serveur MCP. Il y a un standard ouvert, donc j'ai mis le lien, si vous allez sur agentskills.io, vous allez voir, il y a un standard ouvert pour les skills. Les skills, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. En fait, c'est un fichier Markdown ou plusieurs fichiers. On va voir que ça peut être plus compliqué que ça, mais à la base, c'est juste un fichier Markdown où vous expliquez, voilà, je voudrais faire du Java, je voudrais utiliser Java 5, 25, pardon, je voudrais Spring Boot 4, etc. Et vous allez décrire dans votre fichier Markdown ce que vous voulez. Le skill est également capable d'appeler des lignes de commande. En fait, ce que j'ai fait tout à l'heure aurait pu être fait ici avec le serveur MCP. J'aurais pu le faire avec une ligne de commande. Vous savez, sur GitHub, on a une ligne de commande GH. Au lieu d'utiliser le serveur MCP de GitHub, quelqu'un de peut-être plus malin, enfin en tout cas qui a une autre utilisation, aurait très bien pu utiliser la ligne de commande GitHub pour trouver ces informations. C'est typiquement ce que va faire un skill. C'est-à-dire que vous allez avoir une description de ce que vous pouvez faire et il va utiliser généralement une ligne de commande ou sinon il va faire des appels REST pour avoir l'information. Donc il va être moins gourmand en token que le serveur MCP. Après, voilà, c'est pas forcément le même use case non plus. Attendez, je vois qu'il y a une question dans le chat. Euh, ah oui, je vous remercie. Ils viennent de partager mes slides dans le chat. Si vous voulez avoir les slides que je présente, voilà, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien. Euh, pour le skill, ah pardon, j'ai oublié de vous montrer le skill qu'on va utiliser. Donc on va utiliser un skill que j'ai nommé Dr. G-Skill, parce que j'aime bien les jeux de mots. Et Dr. G-Skill, donc c'est un skill qui permet de générer une application Java moderne. Alors, comme je disais au début, moi je suis connu surtout pour avoir fait JHipster. Dr. G-Skill est fortement inspiré de JHipster, mais j'ai recommencé du début. Vous allez voir quelque chose, j'allais dire un petit peu proche de ce qu'on a dans JHipster, mais uniquement basé sur de l'IA. Euh, il y a des avantages et des inconvénients à ça. L'inconvénient, bien sûr, c'est que ça va être un petit peu plus loin à générer et que c'est pas déterministe. Je ne suis pas sûr de ce qui va être généré. L'avantage, c'est on va avoir beaucoup plus de puissance sur la modification de notre projet par la suite. Donc, si vous voulez voir Dr. G-Skill, voilà, c'est open source. On a 231 étoiles. Si vous mettez des étoiles, je serai heureux. Et Dr. G-Skill, c'est un skill qui est assez compliqué. Donc, juste pour montrer ce que c'est qu'un skill, simplement. Donc, c'est un projet, pardon, c'est un fichier Markdown qui vous explique ce qu'on va faire. Donc, on va utiliser Java 25, on va utiliser Node.js, on va utiliser Docker, etc. Voilà comment ça fonctionne. Euh, Ce qui est particulièrement malin sur les skills, c'est que vous allez charger ce fichier skill.md par défaut et qu'ensuite vous avez du lazy loading. Donc, on va charger au besoin
d'autres sous-skills. Ici, typiquement, alors je prends forcément un skill qu'on ne va pas utiliser. J'ai un guide de sécurité. Si vous, dans votre projet, vous voulez la sécurité, voilà le sous-skill qui explique comment faire la sécurité avec Spring Boot. Euh, c'est très bien si vous en voulez, mais si vous ne voulez pas sécurité, vous ne voulez pas que ce sous-skill pollue votre contexte, rajoute des tokens dans votre contexte. D'où l'intérêt de faire du lazy loading. Donc là, à nouveau, on a un skill principal qui va décrire tout ce qu'on peut faire. Et il va charger à la demande les différents sous-skills dont il a besoin. Donc la sécurité, il n'en aura peut-être pas besoin. Le logging, il en aura certainement besoin, mais peut-être pas tout le temps. Donc il va le charger au début, après il va plus le charger. Ou GraalVM, c'est la même chose. Donc on va voir que l'intérêt de faire des skills, c'est qu'on peut décrire facilement ce qu'on veut. On a ce lazy loading qui ne permet de pas polluer le contexte. On a quelque chose finalement d'assez efficace pour générer un projet. Par contre, ça nécessite évidemment d'avoir une bonne structure, un bon détail de ce qu'on veut. Je vais tout de suite exécuter ce skill. Attendez, je vais vous juste montrer ici exactement ce qu'on va faire. Donc, on va utiliser ce skill ici pour générer une application Spring Boot 4 et Java 25 avec Vue.js pour le front-end, donc quelque chose d'assez complet. Et on va voir que ce skill va nous fournir des conventions de code, une architecture qu'on a définie à l'avance, des résultats alors reproductibles, pas aussi reproductibles que ce qu'on avait sans IA, mais j'ai quelque chose comme qui est assez sérieux. Et l'intérêt aussi des skills, c'est qu'on peut les partager en équipe. Alors, il y a différentes manières de faire, mais vous pouvez par exemple les merger dans votre projet, ce qui fait que toute l'équipe aura le même skill et la même version du même skill. Donc tout le monde va avoir la même convention de code, la même architecture, etc. Donc, ce que je vous propose, c'est de repartir dans GitHub Copilot et d'utiliser notre skill. Donc, on va ici faire une nouvelle application de gestion de tickets. Vous vous souvenez, juste avant que le serveur MCP, on a trouvé un certain nombre de tickets sur lesquels on aurait voulu travailler. Et donc, je voudrais une application pour gérer ces tickets. Donc, le but est de les lister, d'avoir quelque chose pour les éditer, voilà, mettre qu'on a bien travaillé, etc. On va les stocker en base de données, hein. Je vais avoir une base de données PostgreSQL. Je veux une interface graphique avec Vue.js, quelque chose d'un peu sympa. Donc, on voit qu'ici, je vais avoir une description à la fois technique et métier de mon projet. Alors, c'est plutôt métier, parce que la partie de la spécification technique est fournie par Dr. G-Skill, mais j'ai une spécification de mon projet, donc c'est grosso modo ce qu'on appelle un plan, ce qu'on avait tout à l'heure, au tout début. Donc, je vais copier mon plan. Et je vais partir ici, je vais revenir ici dans mon GitHub Copilot. Je vais le coller et je vais l'exécuter. Alors, euh, j'ai un petit truc important ici à regarder. On voit que je suis en train d'utiliser GPT 5.5, donc qui est un- un modèle d'OpenAI qui est récent et qui est très adapté pour modifier du code et qui marche bien avec du code Java. On va voir après différentes choses là-dessus. Euh, Pour générer un projet avec une architecture complexe, on a tendance à dire que Anthropic, vous savez, Claude Opus 4.7 est meilleur. On va voir qu'ici, GitHub Copilot, justement, n'est pas bête. Donc en fait, je lui ai mis que je vais utiliser GPT 5.5, mais il devrait se rendre compte, j'espère, que je lui demande quelque chose d'assez complexe. Donc en fait, il va générer mon projet en utilisant mon skill, mais à un moment, il va se rendre compte, ce que tu fais, c'est un petit peu compliqué, et il a un agent qui est là par défaut, qui s'appelle RubberDuck, et il va demander à RubberDuck, ce que tu fais, c'est compliqué, est-ce qu'on pourrait pas utiliser justement Claude Sonnet 4.7 pour vérifier que cette architecture est correcte? Et, euh, et il va challenger notre architecture pour l'améliorer. Donc on se rend compte que GitHub Copilot ici, alors on peut lui donner, enfin on va lui donner forcément un modèle utilisé, mais il est lui-même capable de switcher de modèle suivant les besoins. Il y a un autre moment où il fait ça. Alors je vais pas le faire parce que c'est assez complexe pour une démo. Vous avez le mode fleet. Et le mode fleet, c'est qu'il prend un agent, typiquement Claude Opus, pour faire orchestrer différents sous-agents. Et les sous-agents, il va prendre des modèles moins chers ou plus rapides comme IQ pour faire les sous-agents. Donc, en fait, ici, on se rend compte que Copilot est capable de lancer plusieurs sessions en parallèle, plusieurs agents. Ah, voilà, le RubberDuck est passé avec Claude Opus 4.7. Effectivement, ils se rendent compte que je fais quelque chose de compliqué. Il change d'agent pour vérifier que ce que je fais et si ce que je fais est correct. Et on va voir, forcément, ça va améliorer ma solution. Donc, on voit ici que GitHub Copilot est capable de changer de modèle suivant les besoins pour faire quelque chose de meilleur. Il sait que tel modèle est mieux en fonction de tel cas. Il y a un autre mode d'ailleurs que je ne vais pas montrer aujourd'hui qui s'appelle le mode routeur. Vous avez un mode auto où il va sélectionner automatiquement l'agent en fonction du besoin. Alors, mes collègues qui utilisent en sont très contents.
Moi, pour mes démos, je ne l'utilise pas parce qu'en fait, c'est un mode qui ne prend que les modèles pas trop chers, pour pas que ça coûte trop d'argent. Moi, comme vous vous rendez compte, je ne paye pas, j'ai pas de limite. Donc, j'en profite pour prendre les agents qui coûtent cher parce que je pense que j'aurai un meilleur résultat. Après, c'est peut-être juste moi qui suis un petit peu trop euh, j'allais dire, protégé par Microsoft qui me donne trop de crédits. Tiens, ah oui, une nouveauté, on voit les crédits AI que j'utilise. On va voir, mes crédits vont augmenter évidemment au fur et à mesure de la démo. C'est tout nouveau. Très franchement, je ne suis pas sûr de la validité des crédits aujourd'hui. C'est arrivé hier en fait. Donc là, on voit que mon application est en train de se faire générer. Je vais l'ouvrir. Alors, on va l'ouvrir avec. Je vais prendre IntelliJ. Ça a marché aussi bien, on va dire, qu'on soit avec IntelliJ, VS Code, Eclipse, etc. C'est juste un projet Java normal. Où est mon IntelliJ? Voilà. IntelliJ est là. Open. Alors, desktop. Et mon petit projet est là. Voilà. Et évidemment, c'est l'ouvrir sur la mauvaise fenêtre. Allez. Voilà. Donc, on voit qu'il est en train de créer mon projet. Il y a tous les fichiers qui sont en train d'arriver. Et si, mince, pardon, excusez-moi, on va revenir là. On va se rendre compte que, en fait, il a généré les projets, il est encore en train de les générer, il va aussi les modifier. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir juste après. En fait, l'idée ici en mode agent, c'est d'avoir une boucle de feedback pour que l'agent lui-même s'auto-corrige. C'est-à-dire qu'il ne va pas juste générer les fichiers, il va les générer, il va les compiler. Donc ça, c'est quelque chose que disait Bernard tout à l'heure, Bernard Traversa qui faisait l'intro. Ce qui est intéressant en Java, c'est qu'on a un langage qui est compilé et où l'IA peut vérifier pourquoi tel code n'est pas bon. Et dans cette boucle de feedback, ce qu'on lui demande de faire, c'est compile le projet. Si tu vois des choses qui ne vont pas, corrige-les. De la même chose, on lui dit vers la fin de générer des tests. Donc, on a des tests typiquement pour Java. Tiens, il est en train de générer des tests en ce moment même. J'ai de la chance. Il génère les tests. Il va lancer les tests avec Maven. Comme il va lancer les tests avec Maven, peut-être certains tests ne vont pas passer. Et là aussi, il va corriger. Donc, en fait, ici, je n'ai pas seulement un agent qui me génère du code. J'ai un agent qui est capable, une fois que le code est généré, de l'exécuter, de le tester. Et si ça ne marche pas, de s'auto-corriger. Et après, évidemment, de recompiler et de retester. C'est de cette manière que je vais avoir un résultat qui est pertinent. C'est-à-dire que je ne fais pas juste de la génération bête. J'ai une boucle qui s'optimise jusqu'à ce que j'ai quelque chose au final qui soit correct. Donc là, il est en train d'éditer mes fichiers qui ont été générés en fait. Et il va travailler jusqu'à ce qu'il ait quelque chose de pertinent. On va laisser travailler, généralement ça prend environ 10 minutes, on va voir, il ne devrait pas tarder à finir. Ce qui m'intéressait, c'était de passer sur la slide suivante, intégration dans les IDE, parce que j'ai lancé mon IDE et forcément je voudrais faire le lien. J'ai lancé GitHub Copilot en mode CLI tout à l'heure. C'est la manière, j'allais dire, la plus simple de le lancer, mais il y a d'autres manières de lancer GitHub Copilot. Alors, c'est toujours le même backend, hein. En fait, on a un SDK et il y a différents frontaux. Donc, la CLI est un frontal, mais on a aussi des frontaux qui sont des plugins d'IDE. Alors, dans VS Code, donc ce qui est à gauche, forcément VS Code, c'est l'IDE de Microsoft, donc c'est natif, hein, c'est l'intégration. Alors, historiquement la meilleure, vous aviez les nouveaux modèles, etc. Petit à petit, VS Code va perdre cet avantage parce que, en fait, on a le même backend partout, donc tout le monde va avoir la même chose à la fin. Mais bon, historiquement, VS Code a la meilleure intégration et ça va encore continuer pour un petit moment. Par contre, dans VS Code, si vous voulez faire du Java, alors c'est vrai que j'aurais dû updater cette slide. On va parler de NetBeans juste après. J'aurais dû l'updater parce que donc par défaut dans VS Code, vous avez une extension pack fournie par Microsoft qui utilise JDTLS. Donc JDTLS, en fait, c'est un Eclipse embarqué qui est à l'intérieur de VS Code et auquel on va se connecter et c'est lui qui va permettre de lancer Maven et Gradle et d'exécuter le code Java, et de comprendre Java. C'est ce qu'on appelle un serveur LSP. On va voir juste après, c'est très important en fait en IA. Et en fait, aujourd'hui, il y a un deuxième plugin dans VS Code qui est fourni par Oracle. C'est pour ça que j'aurais dû mettre à jour cette slide pour cette, cette démo. Et là, qui est basé sur historiquement NetBeans et qui fait en gros la même chose. Donc, vous avez deux concurrents. Il y a celui-là qui est donc basé sur Eclipse et il y en a un nouveau basé sur NetBeans. J'ai honnêtement pas d'opinion dessus parce que moi j'utilise IntelliJ pour être tout à fait honnête. Les deux semblent bien fonctionner en tout cas. Ce qui est intéressant ici, c'est que, enfin, moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement pour la génération de code, c'est qu'on se rend compte ici, notre IDE, il a un avantage, il a ce serveur donc qu'on appelle LSP, qui permet de comprendre le Java. Et si je reviens ici un petit peu sur ma génération de code, on voit que j'ai du code qui est généré
par mon agent. Mais comment est-ce qu'il génère le code? Comment est-ce qu'il comprend le code Java? Vous voyez ici, quand il dit du code Java, en fait, à la base, par défaut, ces agents, en fait, ils font des greppes. Ils cherchent le code, ils lisent le code, ils sont assez malins. C'est-à-dire qu'ils sont même capables de comprendre que vous avez Maven, que vous avez un repository Maven, donc il va être capable de prendre un jar, de le dézipper et de faire un grep dedans. Ça marche bien, ça marche même plutôt, enfin, de manière générale, ça marche pas mal. Par contre, c'est forcément moins bon qu'un serveur LSP, donc comme celui d'Eclipse ou de NetBeans, qui est vraiment capable de comprendre le code Java. Euh, En fait, vous avez trois avantages à utiliser les serveurs LSP, donc typiquement donc Eclipse ou NetBeans. C'est qu'ils vont mieux comprendre le code, hein, forcément, ils sont faits pour. Ils vont aussi être plus rapides, parce qu'au lieu de faire des greps et de des IP partout, eux, ils savent directement comment ça fonctionne. Et c'est quelque chose dont on va revenir souvent ici, c'est que, vous voyez ici, j'utilise donc des crédits, j'utilise des tokens. Bien, au lieu d'avoir un agent IA qui va faire des greps, qui va essayer de tout comprendre, mieux voir le serveur LSP qui fait le boulot. Ça va utiliser moins de tokens. Donc en fait, utiliser un serveur LSP me permet d'avoir plus de performance, plus de qualité, plus de rapidité. Donc c'est généralement une bonne chose. Euh, Si on regarde euh, mon skill ici, quelque chose sur lequel je suis passé assez vite tout à l'heure, où est-ce qu'il est? Ah, c'est juste là. Voilà. On voit que je lui ai dit d'utiliser justement un serveur LSP pour mon code Java. Si on a un peu de chance, on le verra ici dans nos, enfin, dans nos prompts. On devrait le voir passer. Et ce serveur LSP va me permettre donc d'avoir une meilleure génération de code Java à la fin. On va revenir dessus juste après, mais je fais déjà le lien ici. En fait, finalement, on peut avoir notre agent IA qui utilise, on va dire, un Eclipse ou un NetBeans embarqué. Donc, je reviens sur mes IDE. Donc, soit vous utilisez VS Code, soit Eclipse. J'aurais dû mettre Eclipse également. Soit IntelliJ. Moi, je suis beaucoup avec IntelliJ. IntelliJ, si vous voulez utiliser un copilote dans IntelliJ, vous avez, j'allais dire, trois, quatre manières de faire. Il y a un plugin GitHub Copilot. C'est, on va dire, la chose par défaut. Oui, mon IntelliJ est là. Donc, c'est ce que j'ai ici par défaut. Voilà. Donc ici, j'ai GitHub Copilot, donc c'est le même que dans le CLI. J'ai aussi un mode agent. Je peux choisir mes différents modèles. On voit ici, voilà, je peux partir sur, je sais pas, Claude Opus. Et je peux poser des questions, etc. Donc ça va marcher de la même manière. J'ai un deuxième plugin que je vais pouvoir trouver ici, qui est AI Chat. La différence, c'est que lui est fourni par JetBrains. Donc, il aura peut-être une meilleure intégration dans l'IDE. Il a accès à des API d'IDE auxquels notre plugin à nous, ici, GitHub Copilot, n'a pas accès. Et il est générique, donc là je l'ai plugué sur GitHub Copilot, mais il peut voir aussi d'autres agents. Il peut utiliser Claude ou Codex. Donc lui, il est plus générique. Il va certainement être moins bon sur GitHub Copilot parce qu'il n'est pas spécifié GitHub Copilot. Euh, Après, voilà, j'allais dire, les deux vont revenir si vous faites Copilot. C'est Copilot qui fera toujours le boulot à la fin. Moi, j'ai tendance à utiliser le nôtre. Ah oui, le nôtre aussi, il a un autre intérêt, c'est qu'il va il vous aider pour la complexion de code, ce que l'autre ne fait pas parce qu'il ne marche pas de la même manière. Donc voilà, vous avez deux plugins. Donc le plugin spécifique GitHub Copilot et le plugin ACP, donc lui qui est générique. Il y a une troisième manière d'utiliser IntelliJ qui est assez amusante, je trouve, c'est qu'ils feront eux-mêmes un serveur MCP. Donc, vous vous souvenez, on avait parlé de MCP juste avant. En fait, vous pouvez exposer votre projet sous forme de serveur MCP. Et là, votre agent peut se connecter à IntelliJ, au serveur MCP d'IntelliJ pour comprendre le projet. Donc ça lui donne une bonne compréhension du projet, ce qui est sympa. Par contre, le problème, c'est qu'il faut un IntelliJ qui tourne en parallèle, ouvert sur la bonne branche ou le bon worktree Git. C'est un peu pénible, ça marche pas si bien que ça au final dans la pratique, je trouve, mais c'est une autre manière de faire. Euh, Après, un intérêt d'IntelliJ par rapport à VS Code, si vous arrivez comme ça à bien l'intégrer, c'est que vous avez accès au refactoring sémantique d'IntelliJ qui sont très puissants. IntelliJ comprend par exemple Spring Boot mieux que VS Code. Donc vous aurez quand même au final une intelligence supérieure grâce à IntelliJ par rapport à VS Code. Bref, dans tous les cas, vous pouvez utiliser Copilot, ce qu'on vient de voir tout à l'heure, dans votre IDE grâce à des différents plugins. Il y a le même sur Eclipse également, bien sûr. Et, ah oui, et alors à l'origine, c'était des plugins un petit peu séparés, mais plus ça va, plus ces plugins enfin, ils vont utiliser le même GitHub Copilot CLI derrière, donc vous aurez la même chose à la fin. Euh, Attendez, est-ce qu'on a tout généré ou pas avant que je passe à la slide suivante? Oui, tout est généré, donc ça m'a généré mon projet. Marquez, on va le lancer déjà pour voir le projet. Alors, je vais le lancer peut-être en ligne de commande pour avoir quelque chose de plus simple. J'aurais pu le lancer avec. Oh, attendez, on va faire encore plus simple que ça. Voilà. Ah, je suis pas dans le. Ah, il a fait un sous-répertoire, bien sûr. Voilà. On va le lancer. Je vais quitter IntelliJ, ça me prend un peu de
performance pour rien. Voilà, il va me lancer mon projet. On va déjà voir la tête de notre projet comme ça, qui vient d'être généré. Déjà, on va voir si ça démarre. Alors oui, pardon, on est sûr que ça démarre. Vous avez vu dans mon skill, on disait, il faut que tu testes le projet, il faut qu'il démarre, il faut que le test passe. Donc ça, on est à peu près sûr que ça va fonctionner. Par contre, qu'est-ce que ça nous a fait? Voilà, ça nous a fait ce projet-là. À nouveau, l'IA n'est pas toujours, donc n'est pas, on ne pouvait pas prédire exactement ce qui va se passer. Donc on a généralement quelque chose comme ça qui est généré, qui est plutôt sympa. Donc on voit nos différents tickets. On a une IA qui est plutôt pas mal, hein, qui est plutôt jolie. On avait dit que je voulais une jolie IA en Vue.js, c'est vrai que c'est pas mal. Je peux, je sais pas, éditer mon projet. Je sais pas, tiens, on va ajouter un ticket. Attendez, tiens, on va dire que je l'ai fermé, il me progresse. Donc je travaille dessus. Voilà. Je travaille sur ce projet-là, et voilà tous les tickets ouverts. C'est vrai que ça me fait une IA qui est plutôt sympa, qui a tendance à varier un petit peu, donc à nouveau, mais qui est toujours fonctionnelle. On voit que ça a bien marché. J'ai une base de données PostgreSQL derrière, j'ai donc du Spring Boot et j'ai du Vue.js. On voit ici que si j'ai bien orienté, grâce à mon skill qui est assez complet, si j'ai bien orienté mon IA, et si j'ai aussi également si j'ai des bons modèles, j'arrive à avoir quelque chose qui est assez pertinent pour un effort qui est somme toute assez limité. Vous vous souvenez, je n'avais pas grand-chose finalement pour démarrer. Maintenant, on va voir, une fois que le projet est généré, comment est-ce qu'on travaille dessus, parce qu'il y a une première chose à faire qui est importante, c'est le fichier agents.md, que beaucoup de gens ont aussi oublié au début. Là, si je veux travailler dans GitHub Copilot, alors soit en CLI, soit avec mes plugins, comme on vient de le voir, si je démarre sans rien, donc sans fichier agents.md, qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois, mon agent va essayer de comprendre le projet. Il ne sait pas que c'est un projet Java, il ne sait pas que c'est du Spring Boot, il n'est pas au courant de ce qui a été fait, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à tout regarder. Donc c'est une perte de temps importante à scanner ce qu'il y a dans le projet. Et la deuxième chose, c'est qu'il va se tromper. C'est-à-dire que, alors, là, sur ce projet-ci, on va voir si on a de la chance, de la malchance ou pas. Euh, Suivant le modèle que vous utilisez, peut-être qu'en fonction de ces données d'entraînement, ce modèle fait toujours le même type de bug. Je sais pas, dans Vue.js, il se trompe, il fait quelque chose de pas bien et généralement ça bug. Si vous ne faites pas de fichier agents.md et que votre agent à chaque fois doit rescanner le projet et le recomprendre, ben, s'il a ce type de bug, il va généralement tout le temps refaire le même bug. Vous voulez pas que ça se reproduise. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est un fichier donc agents.md qui est maintenant un standard. Alors, pareil, j'ai mis un lien ici, hein, c'est un standard, c'est un fichier Markdown en gros, qui décrit votre projet. On va décrire la stack, on va décrire ce que fait le projet, et on va aussi lui écrire des règles quand il y a des problèmes. On va lui dire, quand tu as tel bug, parce qu'il arrive souvent, fais ça pour le corriger. On ne veut pas que le bug revienne. Ce qui est intéressant avec le agents.md, c'est donc tout d'abord, évidemment, cette architecture du projet où tout est décrit, ça fait gagner beaucoup de temps au début. Cette correction, ce deuxième point sur la correction me paraît même presque plus important parce que ça évite au problème de revenir et en fait, euh, ça fait partie intégrante du projet. C'est-à-dire que vous allez dire dans votre agence.md, quand j'utilise Spring Security, quand j'utilise Hibernate, je le fais de telle manière et je veux toujours que ce soit de cette manière-là. Ce qui fait que vous avez un descriptif du projet qui est intégré lui-même au projet. L'agence.md doit être lui-même comité dans le projet et doit vivre en même temps que le projet. C'est-à-dire que si vous montez de version de Spring Boot, vous le montez de version dans votre pom.xml, vous le montez également de version dans votre agence.md. Il faut que ce soit identique. Alors, on peut se dire, ah, il faut que j'écrive les choses deux fois. En fait, non. La montée de version de Spring Boot, moi, je modifie plus le pom.xml. Je demande à mon agent, monte de version de Spring Boot et il monte de version à la fois mon pom.xml et mon agence.md. C'est plus un travail que je fais aujourd'hui. Donc cette agence.md est extrêmement important pour orienter le projet. Il faudrait l'écrire. Maintenant, on n'est pas forcé de l'écrire. On le voit ici, il y a une méthode dans GitHub Copilot CLI pour vous aider à le faire. Donc c'est le slash init. Alors, je vais quitter. On va revenir ici. On va faire slash init. Et on va voir qu'il va me générer automatiquement. Donc mon fichier, alors, je l'ai appelé, alors, pour cette présentation, je l'ai appelé agents.md, qui est la vraie norme que tout le monde comprend. En fait, GitHub Copilot, lui, il a un fichier interne qui s'appelle copilotinstruction.md. Donc là, c'est ce que ça va me générer plus précisément, mais c'est la même chose. Et on va voir, il va scanner. Attendez, j'aurais dû rester dessus d'ailleurs. Voilà, il va scanner mon projet. Voilà, on voit qu'il a scanné plein de choses. Il sait comment aussi étudier un projet. Il va le scanner, il va me générer ce fichier de description du projet. Alors, si je voulais bien travailler, il faudrait que je l'audite, que je vérifie que tout est bien, etc. Honnêtement, là, je ne vais pas le faire parce que le temps presse. Par contre, effectivement, dans cette démo, si jamais j'ai un bug, je vais lui dire, ah, ça passe pas bien. Modifie le agents.md pour plus avoir ce problème et il va le commiter et ce projet ne se reproduira plus.
On va le laisser un petit peu travailler, c'est relativement rapide. Pour juste voir ce qu'on a pris dans cette démo. Donc, on va d'abord donc, faire le slash init pour générer ce fichier d'instruction. Et la deuxième chose qu'on va faire, c'est on va pousser, parce que là, on commence à être, quelle heure est-il? Il est la nuit, il commence à être temps de pousser notre projet sur GitHub, et on va le créer sur GitHub. Alors, moi, je suis un peu paresseux, vous voyez, je m'embête même plus. Je dis à mon agent de créer le repo GitHub. Alors, c'est un peu de la consommation abusive de tokens. C'est quelque chose que j'aurais pu faire en quelques clics. Mais aujourd'hui, franchement, je m'embête plus trop. Euh, Ah, bah, attendez, il l'a fait déjà. Attendez, je vais juste le rouvrir. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ici un petit cat, hein. Cat. Bon, attendez, je vais l'ouvrir dans. J'ai pas encore fait de VS Code. On va faire un petit VS Code pour voir. Il est où est-ce qu'il est là? Voilà. Et donc, il m'a généré un amendement dans GitHub. Donc, vous voyez dans VS Code, j'ai pareil, j'ai le plugin GitHub Copilot qui est là. J'ai une petite icône Copilot ici pour voir où j'en suis. Voilà, tout fonctionne, bien sûr. J'ai le même GitHub Copilot disponible ici dans mon IDE. Et donc, il m'a généré effectivement un fichier Copilot instruction. On va virer tout ça. Et ce fichier Copilot instruction décrit, voilà comment lancer les tests. Voilà l'architecture du projet. Voilà les conventions du projet. Voilà, on utilise un serveur LSP. Donc, on va en reparler juste après, etc. Donc, il lui décrit tout. Et ça va faciliter l'utilisation plus tard de mes agents parce qu'ils sauront déjà comment fonctionne le projet sans avoir besoin de le scanner. Bon, comme tout est prêt, allons-y. Je vais revenir dans mon projet et je vais lui dire donc, j'ai néanmoins un projet. Alors, je vais juste changer le nom du projet parce que celui-là existe déjà, c'est mon backup en fait. On va l'appeler Oracle. Et on va pouvoir tous y aller ensemble parce que ça va me faire un vrai projet public. Donc là, il va pousser tout mon code, enfin, il va le commiter et le pousser dans un projet GitHub public. Je vous donnerai l'URL, enfin, de toute manière, c'est facile, hein, c'est jdubois slash 2026 démo Oracle. Euh, et du coup, je vais avoir un projet public GitHub et on va voir que ça va me donner encore plus de capacité par rapport à ce que j'avais avant. Voilà, ça me le fait. Je suppose que là, vous vous souvenez, on parlait avant du serveur MCP GitHub. Voilà. Là, il n'utilise pas le serveur MCP GitHub. Il voit que la ligne de commande est meilleure. Donc, il veut utiliser la ligne de commande. On voit ici aussi que Copilot, alors vous pouvez évidemment le pousser, utiliser plus l'un ou plus l'autre. Mais on voit qu'il y a différentes manières d'interagir. Il a tendance, comme aujourd'hui, à privilégier, voilà, on le fait encore ici, il a tendance à privilégier les lignes de commande. Il sait que ça va être plus performant que le serveur MCP. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le serveur MCP, c'est sympa pour avoir de la donnée compliquée, privée, externe, etc. Mais de manière générale, aujourd'hui, on va plus utiliser la ligne de commande ou les skills pour avoir de l'information. C'est juste plus efficace. Et GitHub Copilot lui-même a tendance à le faire. Sauf bien sûr si vous le réorientez, mais moi, c'est pas ce que je fais. Donc, a priori, il est en train de le pousser. On va aller voir tout de suite mes projets, mes repositories. Voilà, il est là. On va pouvoir aller le voir. Je vais vous le partager. Ah, il n'a pas encore poussé. Moi, le code va pas tarder à arriver. Je vais vous le partager dans le chat. Alors, attendez. Alors, j'ai pas le chat avec tout le monde. Si les hosts peuvent copier-coller ce que je viens de mettre dans notre chat interne, comme ça tout le monde pourra l'avoir. Après, sinon, vous voyez, l'URL n'est pas très compliqué à trouver. Ah, je vois ils sont en train de le faire. Est-ce que mon code est arrivé? Non? Ah, c'est censé le pousser là quand même. Allez. Bon, on va attendre un petit peu que ça arrive. Ça n'aurait pas traîné. C'est un peu bizarre parce que là, il me dit qu'il l'a fait. Push code. Qu'est-ce qu'il a fait? Je le reforce un petit peu. Je suis en train de. Bon, on va attendre un petit peu. Il ne devrait pas tarder à arriver. On va pas s'inquiéter pour ça tout de suite. Donc, je vous propose de continuer un tout petit peu ici. Donc, on va dire qu'on a créé notre projet. On va voir un certain nombre de bonnes pratiques par rapport à ce qu'on vient de faire pour travailler sur notre projet. Donc, la première chose, c'est d'utiliser un serveur LSP. Donc, on a un peu discuté de ça tout à l'heure. Donc, en gros, c'est un Eclipse ou un NetBeans intégré. L'intérêt, alors, je vais me focaliser sur Eclipse parce que c'est celui que j'utilise, mais on va regarder un petit peu NetBeans dessus de la même manière. Donc, l'intérêt, c'est que vous avez le même moteur que Eclipse ou VS Code qui est exposé via LSP. Donc, si on regarde ici, je vais avoir, si je fais slash LFP show, ah, parce qu'il est en train de réfléchir. Ah, pourquoi est-ce qu'il. Ah, il arrive pas à s'authentifier. On va regarder s'il y arrive tout seul maintenant.
Sinon, je vais faire ici, je vais faire un petit cat de LSP. Tenez, ma config Java. Voilà. En fait, j'ai un fichier de config, copilote. Je vais dire, voilà, utilise cette commande JDTLS. Donc, ça, c'est Eclipse. L'intérêt, alors, donc j'ai testé avec NetBeans. Pour moi, la différence principale, c'est la facilité d'installation. Typiquement sur Mac, mais c'est pas sur Linux, etc. Eclipse, c'est juste un exécutable. Donc, moi, je l'ai installé avec comme brew. Je fais brew install JDTLS et c'est installé. NetBeans, j'ai galéré comme tout pour l'installer. Après, les deux exposent un serveur LSP. Donc ça va marcher de la même manière, évidemment pas avec le même moteur, donc peut-être un sera meilleur que l'autre dans certains cas, mais ça va fonctionner de la même manière. Et on voit que je lui donne un certain nombre de paramètres. Les plus importants, c'est lui donner de la RAM, parce que voilà, on est avec Java, bien sûr, il faut un peu de RAM, et lui donner un cache. Si vous ne donnez pas de cache, il va tout le temps va travailler toujours sur l'ensemble, ce qui est assez compliqué. Pareil, il a besoin d'un cache de tout ce qu'il a, de tout son travail. Donc, il va lire les dépenses Maven, tout exécuter, tout définir et tout télécharger, bien sûr. Ça peut prendre aussi un peu de temps à s'exécuter au début. L'intérêt d'avoir ce serveur-là, je vais revenir euh, ici sur mes slides, c'est qu'il propose donc du coup une analyse sémantique complète du projet. Il comprend ce que c'est que Maven, il comprend ce que c'est qu'un arbre AST, il sait trouver je sais pas, une interface, il connaît directement les implémentations. Donc plus de performance, plus de pertinence et aussi moins de tokens utilisés vu que c'est le serveur qui fait le travail. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut utiliser si vous faites, alors j'allais dire du Java, c'est vrai dans tous les langages, la plupart des langages ont un serveur LSP, mais en Java on est, j'allais dire, gâté pour avoir déjà plusieurs serveurs et en plus des serveurs de bonne qualité, ce qui n'est pas le cas de tous les langages. Et en plus, comme disait donc Bernard, en plus un langage typé, ce qui est encore plus. Donc on a vraiment quelque chose qui nous permet d'avoir une meilleure qualité ici pour l'agent. La seule critique des serveurs LSP alors qu'on a nous-mêmes en interne, hein, j'ai pas mal discuté avec les gens de GitHub Copilot dessus, c'est que c'est un protocole qui est fait pour les IDE et que l'agent n'est pas un IDE. Donc il n'est pas parfaitement adapté à ce que fait l'agent. Il va l'aider, mais on aurait pu avoir quelque chose de mieux. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de protocole qui existe comme ça pour les agents. Ce protocole-là, il fait, en plus, donc fonctionne aujourd'hui avec tous les autres langages. Donc c'est compliqué d'avoir autre chose que ça. Donc j'allais dire, il y a des travaux en interne pour essayer de trouver mieux que ça. Aujourd'hui, j'allais dire, c'est la solution la plus simple, parce que vous avez vu, c'est pas très compliqué, et la meilleure pour aider l'agent à comprendre votre langage, même si à nouveau, elle n'est pas parfaite, c'était fait pour les IDE et pas pour les agents. Donc la bonne pratique en Java, la première, c'est donc installer JDTLS. Euh, Quelques autres bonnes pratiques, évidemment, il faut piner le JDK, il faut que la compilation, les tests soient rapides et fonctionnent. À nouveau, moi, l'idée, c'est d'avoir une boucle qui vérifie tout le temps. Oui, c'est pour ça que je mets bien en bas de déconseiller, skipper les tests. Oui, ça va plus vite de skipper les tests. Le problème, c'est que notre agent, il va pas forcément générer quelque chose de correct du premier coup. Et donc, pour le pousser à générer quelque chose de correct, on va lui dire, voilà, comprends ce que fait le Java, comprends les erreurs de compilation, regarde les tests quand ça rate et améliore-toi jusqu'à ce qu'on ait quelque chose de correct à la fin. C'est quelque chose qui est vraiment important pour avoir une bonne génération à la fin. Alors, on va voir s'il a réussi. Ah oui, il a réussi. Bon, il s'est débrouillé à pousser mon projet. Donc mon projet est là. Voilà, le projet est là. Formidable. Euh, du coup, je vous propose de passer à la suite. On a vu les premières bonnes pratiques et la deuxième bonne pratique importante ici, c'est ce qu'on appelle travailler donc sur le harness. Donc, on a déjà parlé en fait plusieurs fois. Le mot peut faire un peu peur. Donc en français, c'est un harnais. En fait, l'idée c'est d'enrober notre modèle pour l'orienter, lui dire tu vas dans telle direction et voilà comment tu fonctionnes. En fait, notre agent, c'est des outils qui fonctionnent. On vient de le voir, il y a des serveurs LSP, il y a des serveurs MCP, il y a des skills, etc. Il va exécuter des commandes, il va regarder donc les tests et si on veut avoir une bonne génération, il faut que tout cet ensemble soit bien écrit, bien directif, bien dirigé. Donc, et le harnais, en fait, c'est tout ce qui est autour du modèle. Et au final, on se rend compte, alors dans les différents tests qu'il y a, si vous regardez la littérature, typiquement chez Anthropic, clairement, le harnais est plus important que le modèle. Donc, si vous voulez une bonne génération, vraiment générer du code Java correct, investissez dans le harnais plus que dans l'agent, plus que dans le modèle, pardon. Le dernier modèle, ce n'est pas forcément lui qui va vous résoudre vos problèmes. C'est plus un travail sur le harnais qui va vous permettre d'avoir une bonne résolution. Évidemment, un bon modèle, c'est toujours meilleur, mais on se rend compte que le harnais est plus important que le modèle au final. Euh, oui, et j'ai oublié aussi, on en a parlé tout à l'heure, le agents.md spécifique à votre projet qui définit votre projet. On briefe bien le modèle, voilà ce qu'on fait, voilà notre architecture, voilà nos tests, voilà comment ça fonctionne. C'est ultra important.
Et donc au final, le plus important, vraiment ce qu'on se rend compte pour générer du code correct, c'est d'avoir un bon harnais, donc des bons skills, un bon contexte, plus qu'un bon agent, plus qu'un bon modèle, pardon. Après, si vous avez un bon modèle comme la GPT-5.5, c'est toujours meilleur quand même. Donc vraiment très important. Maintenant qu'on a vu ça, on a notre outil qui est prêt avec un beau harnais, etc. Tout est, enfin notre application avec un bon harnais, donc tout est prêt. On va pouvoir aller un petit peu plus loin, on va vouloir travailler dessus. Et pour ça, je vais donc introduire une nouvelle manière de travailler, c'est l'application GitHub Copilot. Donc elle a été annoncée cette semaine. Moi, je travaille déjà dessus depuis 2 3 mois. Et du coup, je suis très content. C'est la première fois que je fais une démo dessus. Et je suis aussi très content parce que jusqu'à présent, je faisais semblant de l'avoir. En ligne de commande, je peux faire quelque chose d'à peu près identique, mais en galérant. Là, je peux enfin l'utiliser. Ça va être 1000 fois plus simple pour ma démo. Euh, Là, on est toujours sur GitHub Copilot, donc on utilisait la CLI tout à l'heure, on utilisait l'IDE. En fait, la CLI, je vais partir de la CLI parce que c'est le problème principal finalement. Pourquoi on veut une app? C'est là, donc j'ai utilisé un agent, je pourrais en utiliser deux en parallèle. Vous vous souvenez, on a parlé des worktree, donc j'aurais été ici, j'aurais dit voilà, je relance un copilote en parallèle. Ben, tu travailles dans un worktree en parallèle, etc. Et ça va fonctionner. Le problème, c'est qu'on se rend compte que généralement, au bout de 4 agents comme ça en parallèle, on s'en sort pas parce que ben, j'ai plein de lignes de commande en parallèle. Les diffs sont compliqués à voir, les worktree sont compliqués à gérer. En fait, on a, j'allais dire, en tant qu'humain, c'est compliqué d'en faire beaucoup en parallèle. Euh, c'est là où arrive donc notre application copilote. Elle va non seulement me permettre de faire tout ça de manière bien plus simple, donc ça déjà c'est sympa de base, mais aussi ce qui est simple, là où je vais vraiment gagner, c'est qu'elle va me rendre plus productive, et au lieu d'avoir, j'allais dire, alors à nouveau c'est au chaud de mouiller, mais au lieu d'avoir 4 agents en parallèle, vous allez voir, alors je vais en faire justement 4 ou 5 en parallèle, mais vous allez voir, je vais être tranquille, je pourrai en faire beaucoup plus, en gros je peux monter à 10 agents en parallèle, et donc je vais être plus productif grâce à cette app que sans l'app. Après, c'est le même GitHub Copilot que les autres, hein, c'est le même back-end, c'est juste un front-end qui m'aide. Donc, voilà l'app. Donc, elle a été annoncée cette semaine. Et première chose que je vais faire, déjà, je vais ouvrir mon projet dedans. On va prendre notre nouveau projet. Euh, Hop. Donc, il est sur GitHub. Alors, première chose que je fais sur mon projet, dans les settings, pareil, alors ça a été annoncé il y a 2 3 jours, c'est qu'on a Remote Control. Remote Control, c'est super bien. C'est qu'on va avoir accès à mon projet à distance dans GitHub. On va voir après. J'aurai accès sur mon téléphone mobile, etc. C'est 1000 fois mieux de l'avoir, ce petit bouton. Et la deuxième chose que je fais toujours, parce que ça sera pratique tout à l'heure, c'est que j'ajoute mon script pour lancer mon serveur. Ça, il a pas encore auto compris le script. Donc, moi, ça va être hop, slash mvnw Spring Boot Run. Voilà. Hop. Excusez-moi, les problèmes de clavier. Voilà. Add script. Voilà, il va savoir lancer mon appli. Donc, mon ticket de manager est là. Et on va avoir un certain nombre de use cases. On va arriver dessus. Qu'on va faire sur notre application pour l'améliorer. Donc, ce qui est intéressant dans cette app, c'est que on part de GitHub. On peut créer donc on peut partir d'une issue, d'une PR ou d'un prompt. Là, je vais partir de prompt. Tout est unifié. On peut tout lancer d'ici. Chaque session isolée. Donc, on parlait de worktree. Là, vous n'allez même pas vraiment savoir comment ça fonctionne un worktree. Il est fait automatiquement pour vous. Donc, à chaque fois que vous avez un worktree séparé, tout est en parallèle. Vous pouvez évidemment faire des pauses, des reprises, tout est en parallèle, il n'y a pas de souci. Et une fois que c'est fait, on va voir qu'il y a un certain nombre d'outils intégrés pour faire des diffs, corriger, vous pouvez commenter, vous avez accès au terminal, au navigateur, etc. Et du coup, ça va être assez facile d'orienter notre agent pour qu'il fasse, on va dire, son travail. Une fois qu'il l'aura fait, un outil que j'aime beaucoup dedans, c'est Agent Merge qui vous aide à faire des merges. Le souci qu'on a toujours quand on fait des PR, c'est quand on a évidemment on est deux dans deux branches différentes et à taper sur le même code. Les conflits, c'est très embêtant. On va voir que Agent Merge me règle les conflits automatiquement. Et ça, c'est vraiment magique. Moi, c'est là où je perdais beaucoup de temps. Je perds plus de temps dessus. Et on va le faire exprès parce que vous allez voir, on va faire 3 use cases en parallèle qui touchent au même code. Je l'ai fait volontairement pour que ça marche pas bien. Et on va voir comment est-ce que ça fonctionne. Donc, j'ai 3 sessions en parallèle. La première, c'est que mon UI, vous vous souvenez, j'avais une UI un petit peu jolie. Est-ce que je l'ai gardé? Euh, voilà, j'ai une UI un petit peu jolie.
c'est pas très entreprise. Donc la première, je voudrais une UI plus entreprise. Donc je vais aller dessus. Mon copilote, il est là. Nouvelle session. Donc je lis copier-coller mon texte. Donc on sait comme tout à l'heure, hein, c'est le même système. Simplement, vous voyez, par défaut, je suis dans un nouveau worktree. Donc je le lance. Ça va partir. À nouveau, c'est accès en remote. Voilà, il me propose d'ouvrir en remote. Il me donne même un QR code. Si vous voulez le faire à distance, attendez, je vais le fermer avec le mien. Je ne sais pas si on verra mon téléphone bien en ligne. Je clique et je vais pouvoir voir, hop, dans mon appli copilote à distance. Voilà, je montre à la caméra. Je ne sais pas si on voit bien. Je le vois à distance. Donc là, en fait, je peux partir aller prendre un café. Et au café, je peux checker et je peux parler avec. Alors, vous n'aurez certainement pas accès, il n'y a que moi, mais moi, je pourrais parler avec et lui dire, ah oui, alors ça ne me va pas, change, etc. Et je peux, moi, ce que j'aime bien dedans, c'est on peut lui demander de faire des copies d'écran. Donc, tu lances l'appli, tu me fais une copie d'écran. Alors, en bidouillant un petit peu aujourd'hui, vous pouvez même avoir une vidéo. Donc, vous lui demandez de cliquer, d'avoir la vidéo. Euh, moi, ça me permet de simplement partir, de voir le résultat, de pouvoir le critiquer, le commenter, et il va continuer de travailler jusqu'à ce que ça fonctionne bien. Ça, c'est ma première démo. Je me dépêche un petit peu parce que je veux évidemment que ça marche pas bien. Donc, je veux lancer d'autres en parallèle. Donc, je voudrais transformer l'UI en français. C'est vrai qu'on est en anglais et nous, on est français. Bon, ça ne me va pas, je voudrais en français. Le problème, c'est que c'est l'UI aussi qu'on demande à transformer en version entreprise. Donc, on se doute bien que là, ça va pas bien se passer. Et mon troisième besoin, en fait, on s'est rendu compte que les tickets, je ne peux pas les assigner à des utilisateurs. Donc, je voudrais en faire trois, les mettre en base de données. Vous vous souvenez, j'ai un PostgreSQL, etc. Donc là, je fais quelque chose de beaucoup plus lourd. Je change la base, je change le Java, je change le front. Comme je change de front, ça va aussi mal marcher avec le français, avec l'entreprise. Donc ça, typiquement, ça va être compliqué. Euh, Ce qu'on se rend compte ici, c'est que, vous voyez, je peux tous les lancer en parallèle, déjà. Euh, Beaucoup plus simple que tout à l'heure, beaucoup plus simple à suivre. Je vais avoir des notifications. Alors là, quand je partage l'écran, on ne va pas les voir, mais si je suis sur mon PC, ça fait des petits bips, etc. Donc c'est assez facile de voir ce qui se passe. On est prévenu. On peut suivre le travail, et donc y compris à distance, si on part. Là, si je repars sur mon téléphone, j'aurai les trois en parallèle que je peux commenter. Euh, Ces trois agents tournent en parallèle pour être sur d'ailleurs sur différents modèles. Ils bénéficient tous donc de mon skill, donc Dr. J Skill qui lui dit comment faire du Java. Ils bénéficient de mon Agents.md, donc ils comprennent le projet. Et ils bénéficient aussi tous normalement de mon serveur LSP pour comprendre le Java. Donc, normalement tout ça, ça devrait être assez efficace. On va voir lequel gagne en premier. J'ai commencé avec celui-là. On peut espérer que ce soit le premier qui gagne. Euh, on va voir comment ça se passe. En même temps qu'il travaille, je vais vous montrer quelques petites fonctionnalités sur le côté. On voit ici, donc je peux exécuter mon serveur. Je vais le faire après, là, il n'a pas fini de travailler, ça ne sert à rien. Je peux l'ouvrir, il a automatiquement trouvé que j'avais IntelliJ, Visual Studio Code, etc. Donc je peux l'ouvrir dedans, je vais l'ouvrir dans on va prendre Visual Studio Code, ça va un peu plus vite. Donc là, ça me l'ouvre dans mon worktree, donc je peux vraiment voir mon projet directement. Vous voyez, il m'a créé un nom unique, et là-dedans, on devrait pouvoir voir ce qui change. On va le laisser travailler, remarque, je vais pas le... Ça sert à rien de l'embêter. Euh, Ce qui est. Parce qu'au final, j'ouvre rarement mon IDE parce qu'en fait, il y a une autre petite fenêtre ici. Ici, quand il aura fait des modifications, on va voir les changements qui arrivent. On peut lancer un terminal, on peut lancer aussi un navigateur. Donc en fait, simplement, je vais lancer mon projet ici avec Run et je le verrai dans le navigateur qui fonctionne. Ah, eh ben, il a fini en premier l'UI d'entreprise. C'est marrant ça. Je ne m'attendais pas à celle-là. Il me propose de créer une paire. Alors, j'avais dit qu'on le lancerait, je vais déjà le lancer. On va déjà voir si j'ai une. Ouh, Bill Failure, ça c'est pas bien ça. Ah, c'est moi qui suis trompé dans mon. Bon, attendez, c'est moi qui suis trompé dans mon script. Je sais pas ce que j'ai fait dans mon script. J'ai mal tapé tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une faute d'orthographe dans le script, certainement. C'est pas très important. Euh, et allez, lance-moi tout ça. On va voir notre nouvelle UI entreprise qui devrait être plus enfin, j'allais dire, plus métier que celle qu'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a ce truc-là assez sympa. Et maintenant, on va avoir. Ah oui, alors du coup, là, il ouvre pas. Parce que normalement, il ouvre automatiquement. l'UI. Là, voilà. Ah, il n'a pas buildé le front-end. Oh. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Hop, MVN, MW package. Il m'a pas bien buildé. Vous savez, j'ai un front-end, voilà, j'ai besoin d'NPM pour builder le front-end. Apparemment, ça n'a pas fonctionné quand je l'ai lancé. On va faire un packaging complet et on devrait l'avoir
qui fonctionne. Déjà Build Success, c'est pas mal. Spring Boot Run. Et sinon, je le lancerai à la main. Voilà. Bah, alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Ah, et bien écoutez, j'ai un bug. Alors ça tombe bien. Ça tombe bien. Je vais lui faire un nouveau ticket. On va le corriger ici. The front-end doesn't build automatically. Can you fix it? On va lui demander de le corriger. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En même temps, je l'ai laissé générer son vérifier tout à l'heure. Ça arrive rarement, justement. C'est pour ça qu'il faut un bon harness. On va voir s'il me le corrige tout seul. Et sinon, on ira plus en détail. Il reste 5 minutes. On a le temps d'aller fixer ça. Donc, ce qui est intéressant sur le côté, donc il m'a ouvert un diff. Donc, on voit que ici, tout ce qu'il a modifié. Sur ce diff aussi, on voit que je peux aussi commenter le diff. Donc, on peut aussi dire à l'agent, ça, tu l'as mal fait. Je ne voulais pas je sais pas, le background de cette couleur. Fais-le moi différemment. Donc, ici, on est capable de critiquer et de discuter avec l'agent également, précisément sur le diff, avant de valider évidemment ce qui a été fait. Euh, alors, le temps qu'il travaille, je vais aussi essayer. Ah, bah attendez. La sign ticket est finie. Lui, je vais faire la PR tout de suite. Donc, lui, je vais faire ma PR. On se doute que lui, comme il m'a modifié donc la base de données, le front, etc., donc on peut assigner des tickets des utilisateurs, c'est un changement qui est important. On peut espérer, on va dire qu'on ait des conflits, effectivement, au niveau de la PR. Donc là, je lui dis, crée-moi une PR, donc il est en train de la faire sur mon projet. On va retrouver, bien sûr, si vous retournez sur le projet, on va la voir arriver ici. Et une fois que la PR est faite, donc celle-là, elle va se merger sans problème vu qu'elle est toute seule. Forcément, par contre, quand je vais faire des PR de mes autres agents, là, on va commencer à avoir des soucis. Donc voilà, il a fait la PR. On va pouvoir la merger. Bon, soit ici, enfin c'est la même chose, hein, soit on la merge dans GitHub Copilot, dans GitHub tout court, soit on la merge ici dans l'application. Il est en train de vérifier que tout est bien, la branche est poussée, etc. Il nous propose tout, il vérifie tout, et à la fin, je vais pouvoir la merger. Attendez, comme je suis un peu curieux, je vais passer sur l'agent d'à côté. Il est en train de regarder. Alors pourquoi est-ce que le build, on n'a pas réussi à voir le front? C'est parce qu'il n'avait pas fait ses npm install correctement, apparemment. Donc il est en train de le faire. Je suis un petit peu surpris de cette erreur-là, mais on va voir ce que c'était à la fin. Il va me le corriger. Et donc, pardon, voilà, ma PR est prête ici, ready to merge. Donc je la merge. Alors, j'ai le merge agent donc, pour m'aider à fusionner quand j'ai des problèmes quand j'ai des conflits. Là, je n'ai pas encore de conflit vu que c'est la première PR, mais bien sûr, je vais le faire et je vais avoir des conflits évidemment sur les PR suivantes. Donc lui, il est bon. Donc, je peux assigner des tickets. On n'est pas allé voir d'ailleurs ce que ça donnait comme interface graphique. Vu le peu de temps qui reste, je vais essayer de merger tout ce que je peux et d'avoir une version finale correcte. J'espère juste que lui, il va finir parce qu'il prend un petit peu de temps et je vois que le temps presse. Euh, il est en train de vérifier que tout s'est bien passé. Ouais. Euh, Est-ce que je vais avoir le temps? Attendez, et la traduction française, vraiment, c'est rapide. Pourquoi est-ce qu'il prend trop de temps sur les... Ah, il a eu le même problème. Ah, j'ai le même. Ah, il l'a vu aussi. Bah, lui, voilà, par contre, lui, il a vu mon problème de build immédiatement sur le front-end. Écoutez, on va faire une paire ici. Tant pis, parce que le temps va être trop court. Je l'ai fait exprès pour qu'elle marche pas, bien sûr. Et qu'on voit le merge d'agents. Et bah, écoutez, de toute manière, tout tourne en remote. Donc, en fait, je vais tout merger à distance. Même sans mentir, je vais faire exactement le use case dont on parlait. Jusqu'après, il faut que je parte. Donc, je vais prendre le TER hein, pour être direct. Je vais l'émerger à distance. Et à la fin, dans Main, on devrait avoir automatiquement donc, une version avec des tickets qu'on peut assigner aux personnes, une UI d'entreprise et une traduction en français. Donc l'ensemble devrait fonctionner euh, en fonction de mes demandes. Donc la première a déjà été émergée. L'entreprise UI, voilà, il crée la paire. Donc cette paire-là devrait rater. Il va se rendre compte qu'il ne peut pas réussir à la merger parce qu'il a des conflits. Et c'est là qu'il va nous proposer justement notre merge agent. Donc un agent qui va résoudre le conflit automatiquement pour moi. Euh, voilà. Là, il a fait la PR, il est en train de chercher le statut. Le statut, ça va être bien sûr un conflit. Et il va me proposer le merge d'agent pour résoudre le conflit. Attendez, je vais juste revenir sur l'interface ici pour qu'on voit un petit peu ce qui se passe. Voilà. Il y a une clausée, c'est celle que j'ai mergée tout à l'heure, et il y a celle que je viens de faire. Donc là, il va faire ma PR qui a des conflits. Et donc,
pour résoudre les conflits. Je ne veux même pas m'embêter à lire quoi que ce soit. Je dis, hop, tu prends le merge agent. Et le merge agent, il va travailler. Voilà, il est parti. Il va travailler. Et il va me résoudre le conflit tout seul. Donc, je vais le laisser travailler. Et il va comprendre les problèmes. Et il va résoudre le conflit tout seul. La traduction française, est-ce qu'elle... j'ai l'impression qu'elle galère parce elle est toujours bloquée sur le, sur mon problème de build. Euh, je vais peut-être même la laisser comme ça. Tant pis, c'est pas grave. Parce qu'en fait, c'est que le build qui rate. Je pense que la traduction française est passée. Ah, peut-être pas. Ah, j'ai peut-être fait trop vite. Je vais la regarder après. On va la lancer. Parce que moi, l'idée, c'était pas de montrer forcément l'application finale, hein, c'était de montrer comment marchait dans son outillage. On voit que j'arrive ici à lancer plusieurs agents parallèles. On voyait trois, je l'ai fait vraiment facile. Donc l'idée, c'est qu'on puisse en lancer beaucoup en parallèle, qu'on n'ait plus toutes ces contraintes de merge, de fusion, etc. à faire à la main. Et qu'au final, ici, on a une interface, j'allais dire graphique, qui m'aide considérablement par rapport à ce que j'ai en ligne de commande ou ce que j'ai dans mon IDE. Parce que mon IDE, pareil, il est limité finalement à une branche en même temps. Ah, j'ai un petit bip. La traduction doit être faite. On va regarder après. Comme il est l'heure, j'ai pas le temps de finir. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on est passé aujourd'hui à des agents parfaitement autonomes, euh, donc qui sont capables de gérer le projet. Vous avez vu, ils sont capables de builder, tester, corriger. Ce qui est très important, c'est donc tout ce qui est autour du modèle, le harness, donc les MCP, les skills, le serveur LSP, les agents.md. C'est ça qui donne finalement de la qualité à votre projet. Euh, il vous faut, honnêtement, l'application GitHub Copilot App ou sinon, faites des Git workflows à la main, mais il faut être capable de lancer des agents parallèles sur le même code, sinon vous passez trop de temps à attendre. Vous avez vu, là, chaque agent est relativement lent au final. Finalement, j'arrive à bien travailler parce que j'en ai plusieurs en parallèle. Vous avez une intégration avancée, bien sûr, dans vos IDE. Ce qui resterait, bien sûr, c'est que c'est toujours vous le maître du code. Vous avez vu, c'est moi qui décide, hein. Il faut toujours comprendre ce qu'on fait. Vous voyez bien, les worktrees, etc. C'est très technique. Euh, quelqu'un ne peut pas faire ça s'il n'est pas technique et s'il n'a pas une compréhension de ce qu'il cherche à avoir. Il faut être directif et savoir ce qu'on veut. Et pour moi, c'est juste quelque chose qui me rend plus performant. Je travaille plus vite. J'ai moins à m'embêter, par exemple, à fusionner des PR avec des conflits. Mais ça ne m'enlève pas ma capacité technique. C'est-à-dire que c'est toujours à moi qui sais ce que je veux et comment ça marche. Et si vous voulez faire du Gipster, bien sûr, ça marche toujours. Ça sera plus directif. Il n'y a pas d'IA dedans encore. Mais on est toujours à plus de 100 000 utilisateurs mensuels sur Gipster. Donc, ça reste toujours très pertinent. Voilà, si vous voulez les slides, me suivre sur les réseaux sociaux, tout est là. Et je vous remercie.